Podcast. Amoureux des livres, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, nous restons en compagnie de Cheikh Hamidou Kane dans son roman Les Gardiens du Temple. D'origine peul, Cheikh Hamidou Kane est l'auteur d'un grand classique de la littérature africaine, L'Aventure ambiguë. Il a été ministre du gouvernement sénégalais et haut fonctionnaire international. Après une vingtaine d'années de silence, Cheikh Hamidou Kane a entrepris, grâce au fil ténu de l'écriture, de coudre le monde noir en lui-même, intérieurement et de toutes parts, en remontant à ses sources les plus profondes et les plus mystérieuses pour tenter de mieux saisir toute l'ambiguïté d'un pays qui se bat au rythme de ses croyances et de ses obsessions et tenter de se frayer un chemin vers la modernité. Les gardiens du temple, ce sont Farba Mbari, le griot arraché à la culture traditionnelle, et Daba Mbaye, la jeune intellectuelle agrégée d'histoire et révolutionnaire. Autour d'eux, Salif Ba, l'ingénieur agronome, Jérémy Lascole, qui devient le premier président de la Nouvelle République, et que sa qualité de Nouri Toubab, c'est-à-dire de noir occidentalisé, risque de couper de ses racines et de la compréhension de son peuple. 5 ans après son indépendance, un pays africain qui ressemble fort au Sénégal est déchiré entre tradition et progrès, affirmation de soi et influence occidentale. Aussi, n'est-ce pas un hasard si la révolte éclate dans la communauté qui défend le plus farouchement sa coutume ancestrale, le Séséné. Les Sésénés n'enterrent pas leurs morts, ils les recouvrent d'une mince couche d'argile avant de les placer debout dans un baobab creux. Le gouvernement décide de les punir de leur comportement réactionnaire, mais le contrôle de la situation lui échappe. Bientôt la grève générale se déclare, le pays entier est gagné par l'insurrection. Découvrons le contenu de notre roman avec quelques extraits que je vous invite à suivre. À ce moment, la pensée de Salif bondit vers un jugement fulgurant et sa gorge se serra à cette évocation du destin tragiquement abrégé de son ami Abdourahim Leye. Comme Salif Ba, il était du pays des Dialobé, non seulement par naissance, mais également du fait d'un retour délibéré et d'un attachement profond à ses sources. Il y avait eu dans cette fidélité d'Abdourahim à la civilisation et à la culture dialobé un phénomène d'autant plus fascinant que l'homme avait été probablement un des Africains que son intelligence et ses dons exceptionnels avaient le plus prédisposé à pénétrer et à assimiler le génie profond de l'Occident. Déjà dans le cours de ses études secondaires, il avait fait la preuve d'une maîtrise et d'un goût égaux pour le grec, le latin et les mathématiques. Après avoir défrayé la chronique du lycée Gallieni en s'adjugeant tous les premiers prix, classe après classe et les baccalauréats avec la mention très bien, il avait été envoyé à Paris au lycée Saint-Louis. Au bout d'une brève préparatoire, il avait accédé à l'école centrale. Il en était sorti ingénieur des arts et métiers et sans désemparer, avec une hâte qui ne laisse pas d'être poignante. Rétrospectivement, il était revenu se mettre au service du pays. Il ne vécut que 5 ans de plus car un matin, alors qu'il se rendait de Tamarine au pays des Dialobé où il passait la fête de Tabaski, comme chaque année avec ses parents, sa voiture avait fait un tonneau sur la piste de la territe et lui avait brisé la nuque. Les souvenirs affluaient dans la mémoire de Salif. Un soir d'été, Abdourahim, qui habitait Koloban à la Porte Dorée, était venu à la cité universitaire chercher Salif pour aller dîner dans un petit restaurant de la rue de la Tombe Isoire. La nuit était chaude et claire. Quelques nuages épars cachaient puis découvraient une lune pleine. Salif, qui avait levé le regard au ciel, s'était mis, sans y prendre garde, à réciter les vieux vers. « Oh lento, lento !» Abdourahim l'avait interrompu pour achever. « Curit noctis equae, dis donc, Salif, tu as encore de beaux restes, s'était-il exclamé. Pendant quelques minutes, il avait, dans leur langue d'origine, récité d'autres vers des anciens. Soudain, changeant de langue mais presque sans changer de rythme, il avait entonné une autre déclamation. Ndou Soyi. Salif avait fait couru, récitant avec lui les superbes vers introductifs de Lélé des Dialobé. Ndou Soyi Ko Deniare Diama Diengi. N'est-ce pas beau, Salif, hein? N'est-ce pas beau? Virgile n'a pas fait mieux. Le Lili est même plus bouleversant car n'ayant
Pas d'auteur, rien n'en limite l'appropriation et la jouissance. La beauté qu'il dispense est le patrimoine commun de tous ceux qui comprennent la langue. Le livret est la création spontanée, la propriété instantanée du récitant. Pour en jouir, le truchement de la sensibilité personnelle de nul auteur n'est nécessaire. Il suffit que le vent de la nuit caresse une peau humaine, qu'un regard humain se noie dans une mer d'étoiles. Aussitôt l'âme déborde dans un chant d'amour, dans la brise et sous le firmament. Endu soyi, koode niari. Longtemps, ils avaient devisé ainsi, comparant tout naturellement les deux univers auxquels les liaient encore deux cordons ombilicaux, aussi indispensables que l'un que l'autre. Ils avaient procédé à quelques notations essentielles. Ils avaient reconnu que l'émotion esthétique pouvait leur faire venir de l'une ou l'autre source et ils s'étaient ingéniés à analyser s'il y avait des différences dans ce sentiment du beau, selon lequel l'œuvre qui l'inspirait était africaine ou européenne. Ils avaient médité la remarque faite par Salir. L'Africain de la tradition classique est anonyme. On ne sait pas qui est l'auteur de Fantag ou de Ndiaro. Il n'est pas venu à l'esprit des créateurs des bronzes d'Ifẹ̀ de se faire reconnaître. Bala Faseke n'a pas dit s'il était l'auteur de l'hymne de Sundiata. Il fallait admettre que pour le génie nègre, la beauté était le bien de tous, imprescriptible, irrétractable autant que l'air, l'eau et la terre. Sur le même thème, bien d'autres fois, Abdourahim et Salif s'étaient entretenus de leurs convictions profondes. Les signes distinctifs du génie nègre sont la générosité et le courage, se disait-il. Ces traits ont assuré la survie de la race à travers les siècles obscurs de la traite et de la déportation. Un seul des voix incombe au cadre africain formé en Occident européen, fournit ce génie vieux en âme et en outils nouveaux, ni plus ni moins. Ne touchons pas à l'essence de ce génie. Ne l'échangeons avec aucun autre, même si cela se pouvait. Donnons-lui seulement de nouvelles âmes matérielles. Salif sentit une main sur son bras. Il tourna la tête vers Farba qui lui chuchota d'une voix pressante. La nuit ne doit être que dehors. Dans ta tête et dans ton cœur, c'est seulement le jour qui doit y avoir. Une fois encore, Farba l'avait surpris, l'attention passionnément tournée vers ce mort tenace qui fut leur ami à l'un et à l'autre. Il fit l'effort pour refouler le souvenir d'Abdourahim. Un mouvement eut lieu du côté de l'estrade. Des applaudissements commençaient de crépiter. Précédant une femme d'une trentaine d'années, extrêmement belle, Abdelkader Ndiaye, que Koloban avait surnommé Gandhi, il avait en effet un faux air du Mahatma, demanda le silence. Frères et sœurs, hommes et femmes noirs, un des nôtres, Aimé Césaire, nous a bien mis en garde. Il nous a révélé ce que les Blancs ont fait. Ils nous ont dit-il, gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Moi, Abdelkader Ndiaye, ce que je sais de mon père et de mon grand-père, je le dois à mes souvenirs personnels. De mon arrière-grand-père et de ses parents, j'ai connaissance grâce à une tradition interne, quasi-familiale, celle de nos griots. Au-delà, ce que je sais de mon sang et de ma race m'a été enseigné par l'histoire, c'est-à-dire un instrument de savoir inventé ou adapté à ses fins par l'Occident pour rendre raison du temps révolu. S'agissant de nous autres nègres d'Afrique, il y a eu lieu de récuser ou au moins de mettre systématiquement en doute la version que l'Occident nous présente de notre passé. Voici deux raisons entre autres de douter. Ce passé fut terrible au-delà du concevable et l'Occident en fut un protagoniste majeur. Il ne serait seul en rendre un témoignage. En second lieu, l'Occident n'a pas de savoir qu'écrit. L'Afrique noire, objet de la connaissance dont il s'agit ici, n'a pas de savoir écrit. Il se pose dès lors un problème de confrontation des sources. Daban Baye, que j'ai la joie de présenter, pourrait être à l'étude de l'univers historique nègre ce que le spectroscope a été à l'étude de l'univers physique, un outil d'investigation décisive. Daba est griotte de naissance et de conviction. Elle est agrégée d'histoire et docteur ès lettres de la Sorbonne. Elle parle sa langue maternelle et deux autres langues africaines. Elle parle le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et l'arabe, c'est-à-dire la plupart des langues non africaines dans lesquelles furent formulés les marchés, les traités, les pactes, les dictats, les catéchismes, en quoi consiste principalement l'histoire de l'Afrique noire vue par l'Occident durant les 5 derniers siècles. Gandhi se tourna vers la jeune femme. Pardonne-moi d'abord d'avoir dit de toi que tu es un instrument. J'aurais dû dire seulement que tu es une merveille, m'en tenir l'art et bouche bée écouter ton savoir et admirer ta beauté.
Elle se leva tandis que la salle applaudissait de nouveau. Si Gandhi avait parlé, Salif l'avait entendu à peine, occupé à regarder Daba. Cette fille n'était pas un symbole au seul plan intellectuel qu'avait évoqué son présentateur. Salif s'avisa qu'elle était aussi, pas par son apparence physique. Du jour où les enfants noirs mettaient les pieds à l'école occidentale, les canons de la beauté féminine proposés à leur sensibilité étaient étrangers. Les belles teintes de peau ne pouvaient être que des variations comprises exclusivement entre une blancheur de lait, de lys ou d'albâtre et le carmin de la rose ou celui du sang. Les cheveux toujours lisses et souples devaient tomber jusqu'aux épaules ou parfois jusqu'à la taille. Ils pouvaient ne pas être noirs et les plus beaux avaient généralement la couleur des rayons du soleil, la couleur du miel, celle du cuivre ou de l'or. Les yeux pouvaient être d'un bleu soutenu ou clair, ils pouvaient être dorés ou verts. La grâce et la beauté du visage et du corps féminin naissaient de la prédominance du trait droit sur la ligne courbe. Les rondeurs n'étaient pas inexistantes, mais elles s'étiraient et s'allongeaient comme pour se dissimuler. Salif en vient à se demander si c'est la femme qu'il regardait qui était merveilleusement autre ou si c'est son propre regard qui, à cette vue, en cet instant, avait retrouvé la liberté. Peut-être les Blancs la verraient-ils grande. Salif se dit que, debout près de lui, elle serait sans doute à sa mesure. On ne distinguait pas les formes de son corps sous les plis amples d'un boubou tunique en soie vieille ivoire. Le rapport des épaules au cou, à la tête et aux avant-bras suggérait une statue que Salif estima appropriée à la sienne, comme un contenant à son contenu. Une chevelure à un gros grain noir, d'un noir de jet brillant, était nattée en fine torsade régulière qui prenait naissance à la saillie du front, grossissait et s'évasait le long de la tête, puis s'affinait en se rejoignant au-dessus de la nuque. Il y avait un contraste frappant entre le noir des cheveux, brillant et soutenu, et le noir de la peau, lumineux et transparent, tel qu'il apparaissait dans les intervalles séparant les moulures des nattes. Cette peau avait le lustre du satin. Elle se laissait pénétrer par la lumière comme une eau limpide, de sorte que se voyait le rouge sombre du sang au travers. Sur ce fond d'ombre et de vie, l'éclair intermittent des yeux immenses, l'éclatante blancheur d'un sourire qui évoquait tout à la fois le lait frais et les festins carnassiers. Le sourire s'effaça et l'auditoire se tut complètement. Hommes et femmes noirs ici présents, je suis loin d'être l'instrument décisif que vous a si gentiment promis mon frère Kader. Si je suis bien agrégé d'histoire, ce que je crois, je suis hélas misérable griotte. Je n'atteins pas à la cheville de Farima Salabigué ma mère. Que dit de l'éblouissante Salabigué Farima grand-mère? Lorsqu'elle le voulait, sa parole pouvait faire couler les larmes et jaillir le sang. Salabigué ressuscitait le passé, le ramenait ici maintenant, et pouvait ainsi faire que les hommes se dressent, combattent, vainquent et meurent même. Son savoir n'était pas méprisant de son objet, loin de là. Lorsque la voix de Salabigué Faré s'élevait et qu'elle nommait Amérine Gouné Latine Diaye, mon cher cadet, j'ai vu ton grand-père Birima, dont Amérine Gouné fut l'ancêtre. J'ai vu Birima redresser son vieux corps à l'évocation du génie militaire, du courage nul de son aïeul. Ce fut les hommes d'Amérique immortalisés par les griots qui fit de Birima le combattant incroyable que l'on vit dans les champs de bataille de Jémépaès Verdun. Par son talent de griotte, Salabigué fut, elle, un instrument décisif. Amis de Parole au Test, tout est bien qui finit bien. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Parole au Test. C'était la présentation du roman Le gardien du temple de Cheikh Hamidou Kane. Hamidou Kane, un écrivain sénégalais. Merci de nous avoir suivis. Ce recueil, je vous le rappelle, est disponible dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa de Cotonou. On se donne rendez-vous très prochainement pour notre numéro. Bye bye.